il faut savoir qu'on va... Ce soir, donc, on va faire cette conférence-là, cette information. Demain, pour ceux qui viennent, on va développer... Donc ce soir, on va voir dans les grandes lignes pour que vous ayez un aperçu global, mais je pense relativement complet, du message de la Grand Place. Demain, on va approfondir de manière à ce que dimanche, lorsqu'on va être sur place, on ait déjà toute une information. Et demain, je donnerai des documents qui vont faire partie d'un prochain livre. Et bon, il faut que je m'y mette quand même, mais bon, le livre est pratiquement écrit. Et où on voit que chaque figure, enfin chaque maison sur la Grand Place va correspondre à une fréquence, va correspondre à une vertèbre, va correspondre à un arcane du tarot, une lettre hébraïque, voilà. On voit vraiment une synthèse sur cette Grand Place de Belgique, de Bruxelles, qui est au centre de Bruxelles. La Grand Place est au centre de Bruxelles. Bruxelles est au centre de la Belgique est au centre de l'Europe, en tout cas au niveau de la compréhension, honnêtement. La Suisse serait plutôt au niveau du cœur. Bon, là où est ton cœur, tu mets ton argent. Bon, c'est... Alors... Encore une amie ? Oui, pas de souci. Donc, et puis la Belgique est au centre de l'Europe, et puis l'Europe est au centre du monde, la Terre est au centre de la galaxie, etc., etc. Bon. En tout cas, sur le plan de la conscience, c'est la Terre qui est au centre de tout. C'est le centre du centre du centre. Et ce qui anime cette Terre, c'est l'homme qui, à un moment donné, prend conscience qu'il n'est pas un être fabriqué par l'extérieur, mais un être microcosme. Ce que disaient les anciens Rose-Croix, Paracels notamment, qui faisait la différence entre les spiritualistes et les gnostiques. Gnostique, ça veut dire venant de la gnose, la connaissance. Le Christ dit à un moment donné, mon peuple se perd faute de connaissance, c'est-à-dire faute de gnose, c'est-à-dire la connaissance pas simplement du corps physique, pas simplement des corps subtils avec les corps spirituels, mais cette sphère qui englobe tout depuis le Big Bang. C'est-à-dire que tout l'espace-temps est enregistré en nous. C'est par un processus alchimique qu'on peut appréhender le message que peut nous donner cette Grand Place. Donc, on va être obligé de parler un petit peu de ce processus alchimique de manière à mieux comprendre ces diverses maisons, comment elles viennent se disposer étape par étape. Et ces étapes, ce sont des étapes qu'on peut les vivre de manière pratique, c'est-à-dire au fourneau, avec des creusets, des matières, des sels, ce qu'on fera donc l'année prochaine au mois de mars, je crois. C'est ça, au mois de mars, où pour les personnes qui auront assisté, eh bien, c'est possible de vérifier, enfin de connaître ce processus alchimique, que ce ne soit pas uniquement une alchimie spirituelle, parce que ça a bon dos, il faut voir les matières, comment elles évoluent. Et ça correspond à des choses concrètes. Alors, le processus alchimique. Il faut toujours deux choses en alchimie. Il faut une matière, on appelle ça la materia prima, et un feu secret. Voilà. La matière, on va prendre exemple sur une démarche alchimique relativement mieux compréhensible que ce qu'on appelle la voie sèche. Eh bien, cette démarche un peu plus simple à comprendre, on l'appelle la voie du cinabre, la voie humide. C'est une voie orientale. Le cinabre, c'est intéressant parce que le composé chimique porte les mêmes noms que les principes alchimiques. En alchimie, on parle toujours de trois principes, le sel, le soufre et le mercure. Ce n'est pas du sel de cuisine, ce n'est pas du soufre des allumettes et ce n'est pas du mercure coulant. Ce sont des principes, c'est des comportements de matière. Mais dans le cinabre, qui est un sulfure de mercure, il y a du soufre, il y a du mercure et il y a un petit peu de sel. On pourrait dire que le cinabre, cette matière d'aujourd'hui, est différente du cinabre de l'origine lorsque l'espace-temps a commencé. On peut imaginer quelque chose comme ça. Il est dit que dans ce cinabre d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de sel. Le cinabre a perdu beaucoup de son sel. Si on se réfère
à ce que dit notamment un grand monsieur qui s'appelait Rudolf Steiner, qui a créé l'anthroposophie, en se libérant de la théosophie, la sagesse divine, il l'a ramené dans l'anthropos, dans l'homme, l'anthroposophie, où il va parler de la tripartition humaine comme étant ici, au niveau de la tête, le sel, le principe sel, au niveau du cœur, le principe mercure, au niveau du ventre, du bassin, le principe sulfure, soufre. Voilà. Il a abondamment travaillé là-dessus. C'est un peu le pilier de son enseignement, qu'il a pompé chez Paracelse, mais qu'il a adapté à son époque, il y a 100 ans d'ici, et qu'il a fait un travail fantastique, puisque ça débouche quand même sur une médecine anthroposophique qui est très intéressante. Eh bien, en médecine chinoise, il a aussi parlé de ces trois aspects. Eux, ils vont appeler ça les trois champs de Cinabre. Nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, en possession de trois champs de Cinabre. Et ces trois champs de Cinabre, c'est la tête, le cœur et le bassin, pour faire simple. À un moment donné, il y a eu une dégringolade. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu la perte d'un état qui était complet, avec un véritable passé, si tant est qu'on peut parler de passé à l'origine, un véritable présent et un véritable avenir. À un moment donné, il y a eu une exagération de quelque chose qui a déséquilibré l'origine. Pour les alchimistes, eh bien, la lumière ne suffit pas, la matière ne suffit pas, c'est le feu. Or, si vous allumez une bougie, vous verrez que l'extérieur, c'est de la lumière et l'intérieur, c'est de la ténèbre. Et les deux, lumière, ténèbres, c'est le feu. Le feu libère. La lumière, c'est l'au-delà. Et l'au-delà n'est pas libérateur. Ce n'est pas parce qu'on meurt qu'on change de conscience. Et l'ici-bas, c'est la ténèbre. La libération, elle est entre les deux. C'est la voie du milieu. Et cet aspect feu va permettre un processus alchimique. L'aspect ténèbres de l'origine, on peut le voir ici, au niveau de la tête, curieusement. Vous allez voir comment nous avons été inversés. Et l'aspect lumière était dans le bassin. Le bas était sain. Et ce qui liait ténèbres et lumière, eh bien, c'était le feu. Ces trois aspects étaient liés à trois matrices. En alchimie, la materia prima, c'est trois principes alchimiques. C'est-à-dire le sel, le mercure et le soufre. Les symboles alchimiques, c'est ça, ça et ça. Voilà. Donc ces trois principes alchimiques, liés à trois aspects, vous verrez dans les posters, on appelle ça l'arbre de la ténèbre, l'arbre de feu, l'arbre de la lumière. Il y a toujours ces trois aspects-là, étaient nourris par trois matrices qu'on appelle le feu secret. Trois matrices. Et ça, Steiner n'en parle pas, c'était pas l'époque. Je n'ai pas la prétention de dire que moi je le sais, lui ne le savait pas, pas du tout. Il y avait une incomplétude parce que ça aurait été peut-être trop fort il y a 100 ans d'ici. Il fallait vivre un ésotérisme, un rosicrucianisme de cette époque-là. À un moment donné, on se rend compte que ces trois principes alchimiques ont besoin d'être nourris parce qu'à l'arrière-plan, il y a trois matrices. Ces trois matrices, la tradition les appelle Lilith, la lune noire, Sophia, la lune rouge, et Ève, la lune blanche. Il y avait un équilibre, on pourrait dire, de ces 6 archétypes. Le point de cohésion de ces 6,
On pourrait dire que sur un chandelier à 7 branches, c'est l'axe central qui tient tout ça, avec une incarnation profonde, on peut parler d'antimoine, et une verticalité très profonde célestement, on pourrait dire, avec notamment ce qu'on appelle le sel harmoniaque, le sel de l'harmonie. Eh bien, cette matrice, elle est à l'intérieur, dans le cœur du cœur, qui reste comme étant une matrice qui n'a pas chuté, qui n'est pas tombée dans l'espace-temps au moment du Big Bang, qui a gardé un lien avec l'origine. Et cette matrice-là, les anciens gnostiques l'appellent épinoïa. Vous les retrouvez, pour ceux que ça intéresse, notamment dans un livre qui a été édité à la Pléiade, sur les écrits de Nag Hammadi. L'Église n'a pas pu les traficoter puisque ça a été découvert il n'y a pas très longtemps, dans les années 45. C'est super. Sinon, là aussi, ils nous auraient bien massacré le truc. Donc ici, on se retrouve avec ces 6 plus 1 aspects qui nous montrent une cohésion originelle. Ensuite, à un moment donné, il y a chute. Il y a une exagération de l'aspect à venir. On retrouve, notamment au moment de la Genèse, avec une échappée de la matrice Ève. Ève s'échappe du bassin. Elle part par les flancs. Et ça va aller créer une expansion dans un espace-temps. Là va naître le microcosme, c'est-à-dire cette sphère qui va constamment garder en mémoire cette dilatation à partir de ce principe chaotique inoubliable, à partir de ce feu, on l'appelle aussi le PCI, principe chaotique inoubliable. Chez les Rose-Croix-d'Or, ils appellent ça l'atome étincelle d'esprit. C'est quelque chose qui nous garde un lien avec quelque chose d'avant la dualité. Et en réconciliation avec toute dualité. Car la dualité a une noblesse. Eh bien, cette matrice Ève part par le flanc gauche. Elle monte du 2e chakra dans le 3e et part par le flanc gauche. Vous pourriez assimiler ça à un serpent. Un serpent qui va venir tourner autour de la tête et venir, avec sa gueule, récupérer toutes les énergies du foie. Nous avons le système foie-rate alimentant un serpent oral, un serpent de l'aura, qui est Ève, donc, qui va se mettre au service d'un idéal projeté dans l'espace-temps qu'un jour on va y arriver. Donc on crée comme une espèce d'au-delà. Et le microcosme est une souffrance parce qu'il est né dans ce PCI et il s'est dilaté de manière à garder constamment toutes les expériences qui ont eu lieu depuis les origines. On pourrait dire qui ont constamment lieu puisque l'origine est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Cet élément-là traverse les cercueils, traverse nos âges, nos maladies, nos mal-être, nos bonheurs, nos jouissances, nos frustrations, enfin tout le bordel, c'est quelque chose qui les traverse. C'est évident. Dès l'instant où on se retrouve avec cette matrice Ève qui se barre dans les Alléluia, eh bien, le souffre n'est plus, l'avenir n'est plus dans un état d'avenir correct. On peut dire que Ève, c'est un supra-avenir. C'est-à-dire un truc qui ne va pas pouvoir se réaliser en une seule vie. Mais c'est le but de la manœuvre de toute cette infection orale qui veut se maintenir sur le dos de nos énergies du bassin. Dès l'instant où cette matrice est sortie, ça a déséquilibré l'Adam Kadmon, l'Adam originel d'avant cette Ève qui se barre là-haut. Et du coup, la Lilith est descendue, venir s'enrouler 3 fois et demi sur elle-même, qui est un serpent, la Kundalini du... Je m'excuse, je vais l'enlever quand même. C'est parce que j'avais peur qu'il glisse. Alors, je vais le mettre là, tiens. Du bassin. Et le serpent de la Sophia s'est complètement rabougri, devenant plus qu'un atome étincelle d'esprit. Un microcosme en souffrance.
Et du coup, nous avons créé une expansion de l'univers. Alors les physiciens vont nous parler de cette énergie sombre, quelquefois ils l'appellent l'énergie noire. C'est Ève qui sort par nos flancs. Parce que ce qui se passe dans le cosmos, c'est parce que ça se déroule constamment dans nos petits microcosmes. C'est les petits microcosmes que nous sommes qui gèrent le macrocosme. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on imagine dans une vision héliocentrique, le centre du centre du centre, c'est chacun de nous qui le portons. L'univers fonctionne parce que nous sommes là. Si vous regardez les étoiles, elles existent. Fermez les yeux, elles n'existent plus, je vous jure. Faites l'expérience. Voilà, vous êtes à côté, voilà, on regarde les étoiles, et vous leur dites, si je ferme les yeux, il n'y a plus d'étoiles. Le gars dit, vas-y, fermez les yeux, vous dites, ça y est, il n'y a plus d'étoiles. Et puis le à côté, je les vois, évidemment. Alors il faut lui dire, ben, tu fermes les yeux, tu verras. Le monde extérieur est une émanation du monde intérieur, mais nous avons fini par l'oublier. Ce qui fait que maintenant, on compose avec tout un tissu oral qui nous entretient des pseudo-vies dans des pseudo-avenirs, dans des super-avenirs irréalisables. Les gens, ils oublient qu'on a des petites vies de 84 ans en moyenne. Ils sont là à projeter des trucs invraisemblables. La Lilith, elle est dans un passé encore plus lointain. Elle est dans un pré-passé. Et la Sophia, elle est dans un présent du présent. Et le Pinoya tient tout cela. Dès l'instant où Ève sort, honorer le Dieu de la lumière, Monsieur Jan van Reichenborg, le créateur de l'école La Rose-Croix d'Or, qui est une gnose de groupe, qui a un travail excellent, tout à fait nécessaire pour la prise de conscience de l'homme en tant que microcosme. C'est à ça que servent des initiations gnostiques de groupe, comme les cathares, les manichéens, les esséniens, les Rose-Croix d'Or pour notre époque. C'est uniquement la reconnaissance de l'aspect microcosme. Mais l'étape d'après, c'est d'arriver à dégonfler le microcosme. Une espèce de big crunch. L'être ne rayonne plus. Et là, c'est le passage de l'aspect Christ, le microcosme, à l'aspect Jésus, Yahushua, où il devient anodin, entre guillemets, banal, avec l'aide d'une matrice qui va raviver l'épinoïa, qui est Marie-Madeleine, la grande Marie. C'est elle qui va dynamiser l'épinoïa. Il faut savoir une chose, c'est qu'au moment de la naissance, enfin de l'accouplement de Adam et Ève, au moment de la Genèse, à peu près, enfin juste après, vous avez la naissance de Caïn et puis la naissance de Abel. Caïn tue Abel de manière à ce que Abel commence à se loger dans l'au-delà. Puisqu'il est mort, il est dans l'au-delà. Et Caïn va assumer l'ici-bas. Ils sont toujours dans cette dualité. Par contre, la même matrice Ève va être pénétrée par l'épinoïa, ça c'est ce que nous disent les écrits gnostiques, par cette matrice qui n'a pas chuté comme la Sophia, la sagesse, c'est la sagesse qui nous fait chuter quand même. Ça c'est intéressant, c'est troublant d'ailleurs. L'épinoïa investit Ève et va donner naissance au troisième enfant, Seth. Et c'est de Seth qu'il va y avoir toute la lignée qui va mener à Jésus. Vous voyez ? Donc, et Jésus va plus loin que le Christ. Pour les anciens Rose-Croix, Jésus mihi omnia. Jésus est tout pour moi, pas le Christ. Il y a des choses extrêmement troublantes au niveau numérologique, on en parlera demain. Bon. Alors, toujours est-il ici, c'est que l'échappée de Ève, de cette énergie sombre, nous disent les physiciens, qui vont faire qu'il y a une expansion de l'univers, à la recherche du progrès, un jour ce sera socialiste, communiste, capitaliste, chrétien, islam, bon là c'est mal barré, c'est bien barré, j'en sais rien, enfin bref. Toujours est-il qu'à un moment donné, il y aura toujours cet espoir de. Or, l'espérance vient de la boîte de Pandore qui a créé les malheurs de l'humanité. L'espérance, c'est aussi une façon de perdurer un monde dans l'espace-temps. Et la boîte de Pandore, c'est Ève qui s'ouvre par les flancs. Donc, à un moment donné, de cette matrice qui est sortie, la matrice Lilith a été obligée de descendre, venir assumer. Eh bien, cette matrice Lilith, les physiciens l'appellent la matière noire, dont ils ne savent pas grand-chose.
il y a toute une constante cosmologique au niveau du microcosme qui fait qu'il y a comme une espèce d'équilibre diabolique entre la vie et la mort. Voilà. Un peu comme si ce monde consommait des matières corporelles, des matières psychiques pour perdurer. Les anciens vont appeler ça les éons. Curieusement, regardez toutes les particules depuis 100 ans, neutrons, tachyons, axions, c'est toujours des on, je, tu, on, bon, hein? On ne sait pas, hein? C'est la même chose, c'est une réactualisation des éons de l'au-delà. Hein? Alors ici, dans la tête, il n'y a plus de matrice pour nourrir le passé, le sel. Donc nous vivons avec une lumière qui n'arrête pas d'être donnée aux groupes, fût-ce des groupes gnostiques, qui à un moment donné se donnent à la physique quantique. La physique quantique étant une physique qui n'a pas inclus la gravité de Einstein, et si bien qu'ils sont sur 3 interactions, mais il n'y a pas d'incarnation. C'est dans la mesure où je refuse l'incarnation que je peux passer dans les trames de l'au-delà. Si l'être s'incarne dans ce petit monde fragile, où on doute, nous, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est pas évident cette vie, il ne faut pas se voiler la face, il faut arrêter. Eh bien, si nous entrons dans cette gravité, nous devenons gravides, on tombe enceinte de nous-mêmes. Hein? Et là, on va toucher quelque chose qui va plus loin que la gravité, qui est la supergravité gnostique. Et là, c'est une bombe. C'est une bombe de feu. Là, l'être se réveille samouraï, un samouraï d'amour. Hein? Ici, donc, il s'agit de retrouver la possibilité d'un sel, parce que le sel a perdu de sa saveur. Nous n'avons plus confiance dans notre passé. Que va dire la médecine chinoise ? Eh bien, nous passons d'un ciel antérieur, où nous sommes complets, à un ciel postérieur. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on nous avait coupé la tête. Du coup, le ciel postérieur en médecine chinoise est décrit avec les 3 champs de synapses, non plus comme ça, mais comme ça. 1, 2 et 3. Et la tête, elle est où? En anthroposophie, ils l'ont gardée. Donc, il y a quelque chose au niveau de la tête. En voie du cinabre, eh bien, le sel qui manque, chimiquement, c'est de l'hydroxyde de potassium. C'est notamment de la potasse caustique. C'est pour ça que nous sommes à potasser, à étudier, à se gnosticiser. Ça n'existe pas en français, mais je suis en Belgique, j'ai le droit. C'est ça qui est chouette ici, c'est qu'on peut, on se débrouille. Hein. On peut faire, nous. Hein. C'est pas un pantalon propre, c'est un propre pantalon. Hein. Entre l'Allemagne qui met les adjectifs avant et la France qui les met après, ben on trouve quoi. C'est pas moi qui les mette au bout. Au bout, oui. À la fin, clac. Ah d'accord, c'était ça. Donc, à un moment donné, donc, il s'agit de retrouver quelque chose de cette connaissance qui va permettre d'enclencher un processus alchimique. Voilà, donc globalement, je voulais montrer un petit peu ceci. Ces 3 matrices, le feu secret, eh bien, c'est Sophia, alors c'est Lilith, Sophia, Ève, à retrouver. Et ici, les 3 principes, voilà. Donc là, nous avons le symbole du feu, c'est-à-dire les 3 matrices. Et là, nous avons le symbole de l'eau, ou de la materia prima, les 3 principes alchimiques. Et l'acteur principal se relie à Epinoïa, à travers quoi? L'acceptation totale de ce que je suis déjà. Partez de l'idée que vous êtes réalisé. Vous allez dire, oh ben quelle prétention, c'est un minimum. Il faut démarrer avec ça. Tu es réalisé. Tu veux un diplôme? C'est fait. C'est fait depuis longtemps. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se réaliser, parce que c'est déjà fait. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, aujourd'hui, qui est possible. Il y a des éléments alchimiques qui nous le permettent, dans la compréhension. Pour le processus en lui-même,
eh bien, a besoin d'une trame alchimique pour mieux comprendre ce qu'on va voir à l'extérieur. Alors, en alchimie, il est parlé de 3 œuvres. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. On appelle aussi le premier œuvre, le deuxième œuvre, le troisième œuvre. Ça, on peut le retrouver à la fois dans la voie sèche, dans la voie humide, mais aussi en spagithérapie, c'est-à-dire une façon d'utiliser les lois de l'alchimie dans le domaine de la thérapie. C'est ça la spagithérapie. Et ces 3 œuvres, on les retrouve à Bruxelles, mais notamment au niveau de la Grand Place. On pourrait presque dire que la Grande Place est la materia prima. Mais il faut une clé pour entrer dans cette Grande Place. Exactement comme dans la pyramide de Khéops en Égypte. La pyramide de Khéops, c'est la Grande Place. Mais pour entrer, il faut une clé, le sphinx. Le sphinx qui est en pierre calcaire périssable au niveau de la tête. Ça, c'est le sel céleste, c'est-à-dire ici, on pourrait parler d'un sel céleste, d'un sel terrestre, la Lilith, et d'un sel double qui les réunit. Dans le sphinx, vous l'avez avec la tête et le corps. Ce sont les 2 sels qui réunis allument un sel double, un sel secret, qui est symbolisé non plus par de la pierre calcaire, qui est périssable, qui s'effrite avec le temps, mais par du granit. Et derrière cette plaque de granit, il y a un couloir qui mène dans les sous-sols de la grande pyramide de Khéops. Avec les 3 chambres, chambre souterraine, chambre de la reine, chambre du roi. Avec des endroits où il y a des indications extrêmement précises, symbolisées par des pierres en granit. Et le reste est de la pierre calcaire. Eh bien, nous avons ici, au niveau des 3 œuvres, un déroulé qui va se faire sur la Grande Place. Mais la clé pour y entrer, c'est le sphinx. Et le sphinx, c'est le mannequin piece. Si vous regardez le mannequin piece, vous verrez que la barrière, il y a plein de roses crucifiées, des roses croix. Et vous voyez la coquille Saint-Jacques derrière lui qui a 7 stries, 7 dans un sens et 7 dans l'autre, ça fait 14. On retrouve les 14 morceaux du corps d'Osiris. On peut retrouver plein de choses. Et puis il pisse. L'urine est liée au sel ammoniaque, le sel harmoniaque, le sel de l'harmonie. Et le mannequin piece se situe entre la rue du chêne, donc ça suppose une croissance, ça va de l'avant, le chêne va de l'avant. Puis bon, il y a tout le symbolisme druidique là derrière aussi, le symbolisme de cette sagesse bretonne. Et puis celte, bien sûr. La rue de l'Étuve qui va nous mener vers l'étoile, la maison de l'étoile. C'est curieux de voir le bois de chêne et la rue de l'Étuve. C'est un peu comme si on préparait notre alambic, c'est très lié au feu. Et le mannequin piece est lié à l'aspect feu secret. Et la Grande Place est plutôt liée à une materia prima, on pourrait le voir comme ça. Donc, quand on fera notre visite, cette visite, elle va se faire à partir d'un endroit qui est lié à notre état. Il faut savoir que la lumière vient de l'Orient, de l'Est, mais la réalisation est à l'Ouest, à l'Occident. Mais s'il n'y a pas l'éveil de l'Orient, du soleil qui se lève, eh bien, l'Occident, sa réalisation vient trop tôt. Et donc, il oxyde, il tue, il s'oxyde trop vite. Il faut des oxydations, du fer notamment, de l'antimoine, enfin, les matières oxydées pour qu'elles soient mûres pour recevoir des choses, mais pas trop vite et pas trop tôt.
Donc on peut partir de l'idée que nous sommes des êtres qui avons perdu le feu secret, hein, et que nos matières s'oxydent et meurent. Donc nous allons aller sur une place, sur un endroit de la Grande Place, autour de la Grande Place, qui représenterait cela. Vous l'avez au niveau de la place d'Espagne. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où se situe Don Quichotte avec Rocinante, son cheval, Sancho Panza avec son âne, hein, ça fait déjà 4, et que vous pouvez mettre en relation, ici, Lilith, vous pouvez l'associer à l'âne, et le sel, vous pouvez l'associer à Sancho Panza. C'est celui qui tire Don Quichotte vers l'arrière. Donc il y a l'idée de passer. Alors que Don Quichotte, il parle comme ça. Hein. Don Quichotte, vous l'avez dans l'aspect soufre. Hein. Et Rocinante, hein, vous pouvez le voir comme étant la matrice qui porte Don Quichotte, c'est-à-dire Ève. Il y a l'idée de roussir aussi, hein, de rougir, de rouille, hein, d'oxydation. On voit ces 4 archétypes qui sont dans la direction de la Grande Place. Malheureusement, au milieu de tous les immeubles, bon, ben voilà, il faut vivre notre époque, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on se tourne vers la Grande Place, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une figure comme ça, ce musicien Béla Bartók qui est comme ça. Hein, vous connaissez, j'imagine, un petit peu, hein, en tout cas ceux qui viendront dimanche, on verra. Eh bien là, vous avez Béla Bartók, qui est l'aspect musicien, avec une musique assez spéciale. Et à l'intérieur du manteau se cache la Sophia. Et il est comme ça. Donc il y a vraiment une intériorisation, et c'est un artiste. L'artiste en alchimie, c'est l'alchimiste, tout simplement. Hein, l'art sacré. Hein. Donc ici, nous avons l'intérieur de Béla Bartók. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La seule chose que l'on voit au loin, c'est le Saint-Michel qui trône tout en haut de la flèche de l'hôtel de ville. Hein. Donc là, il y a une indication directement avec Saint-Michel. Et on verra que Saint-Michel correspond à ces archétypes, mais on va les retrouver tout le long. Tout le long. Après ça, nous aurons Buls. Charles Buls, le fameux bourgmestre qui a... Bon, il devait être franc-maçon, je ne sais pas, peu importe. Il devait être, avec les moyens du bord de cette époque-là, il y a 150 ans, j'imagine, c'est lui qui a pris conscience que cette place méritait autre chose. Par exemple, la Maison de l'Étoile avait été détruite pour faire passer un tramway. Lui, il l'a refaite. Mais il a laissé quand même un espace au rez-de-chaussée pour pouvoir passer. On verra que cette maison, la Maison de l'Étoile, avec un gisant, hein, quelqu'un qui a été assassiné, Tserclas, hein, comme étant un Christ crucifié. Hein. Et dans ce rez-de-chaussée, où il n'y a pas de prise de terre, c'est parce que les archétypes manquent de prise de terre à ce moment-là de l'œuvre. On parle de la pierre rouge, faux prophète, on en parlera demain. Hein. Donc il y a toutes sortes d'indications. Toujours est-il que, après Don Quichotte, etc., qui est le tout départ, en place d'Espagne, l'Espagne c'est quoi? C'est l'Occident. Hein. Espagne, c'est-à-dire le pain de l'Ouest. Espagne. Compagnon, c'est manger ensemble le même pain, la même nourriture. Vous voyez, il y a des indications, même aujourd'hui, parce que la place d'Espagne, elle n'a pas été faite pour faire de l'alchimie, parce qu'ils l'ont appelé comme ça, peut-être parce qu'il y avait un lien très fort avec l'Espagne, bien sûr, avec Charles Quint, tout ça, puis la reine Fabiola, enfin, bon, voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont appelé la place d'Espagne, peu importe. On rend opératif l'alchimie aujourd'hui si on a un minimum de connaissance du processus. Hein. Et de là, nous avons Buls sur la place du marché aux herbes, et on descend la rue, on n'est toujours pas dans la Grande Place. La rue des herbes, ça suppose quand même, il y a une rue qui s'appelle la rue Chair et Pain, la rue des Harengs, etc. C'est comme s'il y avait une réforme alimentaire à vivre avant d'entrer dans la Grande Place.
On n'entre pas dans un processus alchimique gnostique en bouffant de la bidoche, en se saoulant la gueule ou en se droguant. Il y a un truc qui ne joue pas quand même. À côté de ça, vous avez des obsédés des extrémistes. Moi, j'ai eu pendant 17 ans des magasins diététiques en France. il y a des enrangés de la tête quand même. Bon, au pendule, haricot par haricot, avant de les bouffer. Il y a un truc quand même. Bon. Et à un moment donné, on se dit, bon, là, ça va trop loin aussi. Voilà, bon. Entre les deux, choisis ton camp, camarade, ben, aucun n'est bon. On va au milieu. Et après, on verra qu'il y a un petit porche avec un nombre de pierres 22, qui correspondent aux 22 arcanes du tarot, 22 lettres hébraïques. On entre, c'est une pissotière, ça pue la pisse, curieux, il y a une indication de pissoterie là-dedans. Et au bout, on a deux portes, une qui mène au bon vieux temps, c'est un resto, je crois, je ne sais pas, et l'autre, ça rentre dans une galerie marchande, Dior, enfin là, ça a changé le magasin, moderne, en pleine dualité, le passé ou l'avenir. Le passé ou l'avenir. Là, tu te retournes et tu vas vers la Grande Place. Et tout en bas, on va voir une rue qui s'appelle la rue Tabora. Or, c'est sur le mont Tabor qu'il y a une première transfiguration du Christ, mais en vêtements blancs, c'est-à-dire luciférien. Ce n'est pas christique encore, c'est trop tôt. Donc cette rue Tabora nous montre qu'on peut avoir l'impression d'avoir tout de suite l'initiation, de s'être réalisé, alors qu'en fait, c'est du flanc. Parce qu'en fait, la transfiguration, c'est changer le vêtement. La biologie, retrouver ses archétypes biologiques. Et là, à ce niveau-là, vous avez cette rue Tabora, qui nous montre un peu le piège, mais à côté, on a une indication très intéressante. Alors, je ne me souviens plus du nom, on le verra. C'est la rue des haillons, je crois. Vous voyez, être en haillons, c'est-à-dire les vêtements déchirés, etc. C'est cette prise de conscience que cette fausse transfiguration, en vérité, c'est pas de la vraie biologie. On est en haillons. Ça, c'est une bonne étape. Et on tourne par la bourse, la richesse extérieure, spatio-temporelle. Et à un moment donné, on va retrouver le Manneken Pis. Et c'est au Manneken Pis qu'on va pouvoir petit à petit rentrer vers la Grande Place. Mais on n'y entre pas tout de suite, il y a 7 rues. On peut parler de 7 métaux, de 7 sels, il y a plein de choses alchimiques à ce niveau-là. Et on n'entre pas, c'est trop tôt. Et il y a une chose intéressante, vous verrez, quand vous vous placez près du gisant, la maison de l'étoile, en face, vous avez la maison du roi. Et des 500 sculptures qu'il y a sur cette place, il y en a une qui représente un dominicain blanc. Ce Saint Dominique, bon ça c'est autre chose, mais quand même, c'est un grand inquisiteur. Il y a eu des débats, il y a eu des joutes oratoires avec Guy Labert de Castres, avec Esclarmonde de Foix, qui étaient les gnostiques du temps des Cathares, qui ont été poursuivis, etc. Mais bon, Guy Labert de Castres, on n'a jamais trop su comment il est parti, il ne s'est pas fait brûler, et Esclarmonde, enfin, une de ces Esclarmondes de Foix non plus. Voilà. Ils ont fait un travail, ils se sont retirés. Par contre, les autres, ils ont dégusté après, ou déjà pendant. Bon. Mais eux, on n'arrivait pas à les choper, quelque part. Eh bien, Dominique a eu des joutes, mais ils n'y arrivaient pas. Puis à un moment donné, il a fait comme les Cathares, vivre pauvrement, 2 par 2, gna 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 gna. Ils ont copié les Cathares, et c'est comme ça que petit à petit sont arrivés avec l'Inquisition, etc., etc. Bon, c'est une autre histoire. Ceci dit, on retrouve le même processus de la Grande Place dans les grottes Cathares à Ussat-les-Bains. Vous avez la grotte de l'Ombrive, c'est l'initiation de groupe. Vous traversez l'Ariège, l'art est dans le I c'est le 9, l'ermite, je, Ari-ège. L'art est dans le je hermétique. Et là, vous avez la grotte de Fontanet qui correspond à l'éveil de cet atome de chaos intérieur, de chaotisation intérieure alchimique. Et ensuite, vous avez 3 autres grottes, et c'est que de l'initiation qui s'adresse à l'individu après être passé, et en acceptant toujours de contribuer au mieux à ce travail de groupe. Parce que s'il n'y a pas le travail de groupe, il n'y a pas le microcosme. Si on veut dégonfler ce microcosme,